Jérémy McEwen, bonjour. Allô? Bonjour. Merci d'être venu chez moi, comme ça, dans ma salle à manger. Ça me fait plaisir d'être là. Entouré de belles bandes dessinées. Entouré de, oui, Tintin et toutes sortes de choses qui n'ont pas brûlé. Non, pas encore. Non. Ça s'en vient. Ouais. Jérémy, vous êtes philosophe, oui. essayiste, donc vous connaissez... Vous partagez votre vie entre l'enseignement de la philo à Montmorency à Laval et beaucoup de projets d'écriture, de radio. On vous entend bien sûr souvent à Radio-Canada. 5 livres quand même. J'ai fait le décompte. Un recueil de poèmes paru il y a quelques temps, La Panse, plutôt cette année. Un ouvrage en collaboration sur l'enseignement, entre autres avec Catherine Mavrikakis et quelques autres profs. Et 3 essais. Avant, je criais fort, donc en 2018, Philosophie du hip-hop, paru en 2019, et un livre qui est tout chaud. C'est le premier, en fait, là. C'est la première fois, c'est moi qui parle, Mathieu. J'ai comme, tu me dis ça, là, puis je suis comme, quand ça fait juste 4 ans, puis comment ça se fait qu'il y en a... la productivité, ça fait partie de qui je suis, là. Oui. Avant de faire des livres, je faisais du rap, puis je sortais des affaires régulièrement. Puis avant, il y a toujours eu cette productivité-là. Mais là, c'est depuis que j'écris des livres, là, disons, là, c'est la première fois que je parle pas de. Avant, je criais fort, c'était des chroniques radio mises en livre, donc il y avait beaucoup de je parle de ci, je parle de ça. Cette semaine, on ouvre tel chemin, disons. C'était beaucoup de chroniques de C'est Fou à l'époque avec Serge Bouchard et Jean-Philippe Plot. Le hip-hop, je parlais pas de mes rap à moi, là, je parlais du hip-hop, de l'histoire du hip-hop, de l'enseignement. La Panse, c'est de la fiction. Évidemment, je puise dans ma vie, mais c'est de la fiction. Mais là, c'est vraiment, là, je parle à mon père, je le tutoie. Là, fait qu'il y a quelque chose entre dans l'intimité. Oui, puis ça me fait... en tout cas, je l'ai reçu hier, là, ma copie papier, là, puis j'étais comme... Fuck yeah. J'étais vraiment content de le tenir parce que c'est une nouvelle étape dans mon écriture, je dirais. Là, ça me paraît assez évident, Jérémy. Je dois dire, je vous ai lu d'un trait. J'ai pas pu déposer le livre et puis c'est un livre qui m'a beaucoup habité. Un livre étonnant. Alors, il s'intitule Pays barbare. Je pense qu'on ne l'avait pas nommé encore. Pays barbare aux éditions Nota Bene, dans la belle collection Varia, une collection dédiée à l'art, je pense. Oui, il se base sur... C'est un livre qui s'appelle La Pomme et l'étoile de Étienne Beaulieu. Oui. J'ai lu ça à peu près quand c'est sorti il y a 2 ans. Très beau livre. Ah man, c'est bon. Lisez ça vraiment. Puis là, je le lisais. Bon, ça parle de Zias-Leduc, puis ça parle de Bordua, puis l'espèce de conservatisme versus la nouveauté dans l'art québécois qui devient une métaphore du Québec en général. Puis là, je lisais ça, puis je dis, mon livre, c'est mon père, il faut qu'il soit dans cette collection-là. Parce que il y a comme une espèce de... Le texte, l'image ensuite. Absolument. Même si c'est pas un format livre d'art, là, disons, là, ça reste un format essai. Puis c'était exactement ça. Puis OK, c'est là qu'il faut aller avec c'est comme si vous êtes en train avec Étienne, effectivement, Étienne Beaulieu, vous êtes comme en train d'inaugurer un genre qui est celui de l'affiliation avec les peintres. Hein? C'est quand même assez original parce que souvent, dans la vie intellectuelle, culturelle, les artistes, les écrivains sont dans des filiations plutôt avec d'autres écrivains ou avec des artistes des mots. Puis là, c'est vrai que c'est des artistes visuels. Jean McEwen, dans votre cas, votre père. Jérémy, je voulais quand même me permettre de vous dire quelques mots sur votre livre. Parce que, donc, avant de commencer vraiment l'entrevue, là, il y a quelque chose d'assez étonnant dans votre écriture. Je vais vous dire, j'oserais dire de profondément baroque. Un mouvement emporté, il y a du souffle, il y a de la jeunesse, il y a une langue assez irrévérencieuse. Et si, je ne sais pas si vous allez accepter ce mot-là, mais j'ai l'impression que même dans sa forme, son écriture, le livre a quelque chose de barbare, si on peut envisager ce mot-là comme une qualité. C'est-à-dire, au fond, les conventions malmenées, les frontières brisées, des conventions un peu moquées. Barbare est une qualité parce que je pense que c'est la vraie racine du baroque, c'est-à-dire quelque chose qui est une manière, mais aussi une conscience, fugacité de la vie, fragilité. Dans votre livre, on sent beaucoup la conscience de la mort aussi. Vous vous adressez à un mort. Hein? Il y a quelque chose là-dedans qui relève presque pas d'un éloge funèbre, mais comme une sorte de bilan. Vous vous adressez à un mort que vous faites revivre. Vous contemplez aussi votre propre je dirais, mortalité, dans le sens où, quelque part, à la fin du livre, quand vous parlez de la naissance de votre fils,
toute récente, hein, Victor. Là, on sent que vous êtes entré dans un cycle, quelque part. Maintenant, vous êtes dans vraiment ce moment de filiation de passage. Pays barbare, c'est un livre sur un grand peintre, Jean McEwan. C'est le livre d'un fils en train de devenir père, d'un fils qui se situe par rapport à son père et à l'héritage. Pour moi, une des grandes forces de votre livre, c'est que vous avez accepté à la fois d'assumer l'héritage du père et aussi de vous en libérer, c'est-à-dire d'en faire quelque chose qui ne soit pas une simple reproduction, une continuation bête et servile. Hein. Vous vous appropriez, vous redonnez une vie à ça. J'ai l'impression, puis là, ça correspond à peu près à ce que vous venez de dire, Jérémy, il y a le père qui naît, l'enfant qui naît, puis l'artiste qui naît. Et j'ai beaucoup aimé une des expressions que vous employez dans votre livre quand vous dites « vous, votre matière, c'est la vérité créative ». Comme si, les peintres, c'est la couleur, c'est la peinture elle-même, c'est la toile. Vous, ce sont les mots, les idées. C'est vraiment un livre remarquable que vous avez fait. Merci. Puis, je commencerai... Peut-être qu'on pourra parler un petit peu de qui est Jean McEwan, parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui connaît si bien. On a vu de ses tableaux. Ça m'a servi, hein, d'ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, tu t'appelles Iseult Riopelle, tout le monde le sait, c'est qui ton père, là, tu sais. Tandis que Jean McEwan, bon, si on connaît moindrement l'histoire de l'art du Québec, si on est historien de l'art, forcément, on le connaît. Mais, commun des mortels, c'est pas trop c'est qui. Fait que, tu sais, c'est comme si j'avais un père connu, mais en même temps que j'avais pu cacher ça, tu sais, là, puis justement, avec ce livre-là, j'ai plus envie de cacher ça pendant tout, évidemment, puis ça, tu sais, d'en parler me fait du bien, puis tout ça, mais en même temps, le poids était relatif au courant de ma vie, tu sais, c'était pas la superstar, là, que, tu sais, genre, que c'est complètement écrasant, fait que cet entre-deux-là, j'allais dire m'a servi, là, mais tu sais, m'a plu ou j'ai trouvé mon compte dans cet entre-deux-là de notoriété-là de mon père. C'était qui, Jean? Ben, j'ai envie de dire, j'essaie de répondre dans le livre au complet parce que il est mort quand j'avais 18 ans. Fait que, tu sais, quand t'as 18 ans, j'en ai 41 aujourd'hui. Quand t'as 18 ans, t'es dans le « je veux pas être ça » beaucoup encore. Oui, bien sûr. Je veux être complètement ailleurs. Tu sais, puis quand vous dites que je récupère tout en remettant en question, ben tu sais, c'est comme si avec la... Puis, tu sais, c'est bon, je suis dans le super personnel, mais c'est comme si avec la naissance de mon fils, j'arrive à compléter le deuil. C'est vraiment ça. Ouais. Puis j'arrive à accepter les ondes ou les angles morts vis-à-vis de qui était mon père. Parce que il y a eu 2 femmes dans sa vie. Ouais. Puis j'en parle dans le livre. Puis j'ai 2 demi-sœurs que je connais. Il y en a une qui va sûrement entendre ceci ou lire le livre, c'est sûr, qui habite toujours au Canada, bon, tout ça. J'entretiens, tu sais, mettons, je l'ai vu au Salon du Livre, elle habite dans le coin en Outaouais, tu sais, fait que des liens un peu, mais depuis qu'il est décédé, presque plus, tu sais, elle était là à Noël, mettons. Là. Et une autre qui habite en Allemagne maintenant, que j'ai vue 3 fois, 4 fois dans ma vie, là, tu sais, fait que toute cette première vie-là, je la connais qu'à travers ces tableaux. Ces tableaux de cette première vie-là, Jérémy, c'est... On parle, mettons, pour une années 50-60 jusqu'à 1900, la moitié des années 70 à peu près. Il rencontre ma mère en 74, si ma mémoire est bonne, puis mon frère, pas moitié, là, mon frère naît en 1976 et moi je nais en 1980. Les tableaux, donc, qui sont le plus connus, puis j'en évoque quelques-uns, il y a eu 8 reproductions, puis il y en a à peu près à moitié de la première période de sa vie, sont considérés comme ces tableaux les plus importants vis-à-vis de l'histoire de l'art du Québec. C'est là qu'il est encore très proche de l'influence de Bordua, qui côtoie encore Riopelle, bon, tout ça. Quand on visite un grand musée canadien, c'est la plupart du temps un tableau de cette période-là qu'on va trouver. Puis moi, ces tableaux-là, tu sais, c'était là sur le mur. Puis bon, évidemment, il y avait tout l'aspect de je suis un petit cul puis je comprends pas ce qui se passe sur les murs. Tranquillement, à partir du moment où il approchait de la mort, puis que moi, je vieillissais, je commençais à comprendre puis à apprécier ce travail-là. Mais la personne que j'ai... Tu sais, puis mon père... C'était quelqu'un qui vivait les années 50, 60, là, tu sais, je veux dire, il se ramassait, tu sais, je veux dire, c'était l'adultère, c'était l'alcool, c'était Mad Men, puis j'en parle dans le livre aussi. Puis bon, il y avait comme, tu sais, il voulait pas trop en parler, tu sais, même à un moment donné, là, c'était quoi dans le nom de ta première femme? On n'en parlera pas, tu sais, vraiment, parce qu'elle s'est suicidée, sa première femme, je le nomme ça dans le livre.
Lui, il voulait tourner la page. Il voulait tourner la page. Évidemment, il peut pas. Il y a 2 enfants issus de ce mariage-là. Tu sais. Fait qu'il y a comme une espèce de... Ben, ça existe quand même. Fait que moi, il y a comme ce grand trou noir-là. Tu sais, ça a créé un paquet de ruptures dans sa vie. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui lui ont pas été fidèles amicalement. Il y a beaucoup de gens qui... Tu sais, puis à un moment donné, quand on suit la passion artistique... Tu sais, lui, c'était Gauguin, là, son modèle, là, puis Gauguin, il a écouté un film, ça s'appelle The Moon and Sixpence, puis Gauguin, dans ce film-là, est vraiment en cave avec tout le monde. Puis lui, il dit, tu sais, puis il racontait ça dans la bonhomie, dans ses entrevues. J'ai écouté ce film et j'ai voulu être artiste, mais ce qu'on présente dans ce film-là, que j'ai fini par écouter pour comprendre, c'est un artiste, le stéréotype de l'artiste con, là, tu sais, genre, je suis obsédé par mon art, puis tout le reste... Un peu, vous parlez d'un sauvage social. C'est ça. Ben, tu sais, il tripait pas trop sur... Tu sais, je lisais un article dans Vie des Arts des années 70, puis c'était comme, on le voit pas dans les lieux où il faut être, puis des choses comme ça. Tu sais, je veux dire, c'était la peinture, puis c'était ça. Fait que ça, c'est toute l'époque de sa vie que je connais plus ou moins, tu sais, que je reconstitue par petits morceaux, par l'art. Ensuite de ça, il y a celui que j'ai connu, puis ça s'appelle Pays barbare parce que sa dernière série de tableaux s'appelle Poèmes barbares. Il y en a un qui est reproduit sur la couverture du livre, puis il y en a un autre qui est reproduit dans le livre. Puis là, j'allais dire cet homme-là, cet artiste-là, ce qui est bon, la même chose là finalement, mais je le connaissais, lui. C'était quelqu'un de réconcilier avec ses contradictions, de réconcilier avec ses frasques, entre guillemets, de réconcilier avec, de serein, quelqu'un qui avait retrouvé une espèce je nomme ça comme le pragmatisme, là, un petit peu d'hédonisme méditerranéen, puis l'amour du français. C'est comme ça que je le résume, l'homme que j'ai connu vers la fin. Oui. Qui était plus apaisé. Il était plus apaisé, puis à un moment donné, il m'avait demandé, il avait commencé à peindre cette série de tableaux-là. Il y en avait un jaune, je sais plus où c'est qui est rendu. Moi, je pense que c'est une banque qui l'a acheté. Ça, c'est toute une autre affaire. Là. C'est comme mon rapport aux banques et aux grands riches. Ben, moi, c'est tout, ça fait partie les artistes, hein, ils ont besoin de mécènes. Ben, c'est ça. Oui. Fait que, tu sais, je me considère comme quelqu'un de gauche, mais c'est quand même Lavalin qui m'a mis du beurre sur mon pain quand j'étais petit. Là, fait qu'à un moment donné... Mais bref, il m'avait demandé très honnêtement, là, qu'est-ce que tu penses de ce tableau-là? Là, on parle de Poème barbare vers la fin de sa vie, là, 1 an avant de mourir. C'est un tableau jaune pétant, là, vraiment là, intense. Puis j'étais comme, j'adore ça. J'avais dit vraiment, j'adore ça parce qu'il y avait une espèce d'éclatement. Parce que ces tableaux du début, là, je résume vite, là, mais ces tableaux du début, c'est souvent monochrome, pas terne, mais certainement comme de la lave. Il y a quelque chose de bouillonnant, mais très calme. Tandis qu'à la fin, il y a une célébration, il y a un éclatement. Il y a, un apaisement, mais une joie. Puis moi, c'est ce que je retiens de lui, c'était ça. C'était comme le bon vivant. Puis à un moment donné, Jean-Philippe Plot m'avait demandé ça. Il me dit qu'est-ce que ton père t'a transmis? Puis j'avais dit tout simplement ça, la joie de vivre. Puis il dit je veux dire, c'est un grand artiste, etc. Puis là, Serge avait rétorqué, il avait dit, Serge Bouchard, il dit, c'est pas rien. Ben non, c'est pas avec sa voix. Ben oui, c'est ça. Rien. Oui, c'est ça. Mais tu sais, déjà, pour moi, c'était ça. Puis bon, si je reviens à ta question, c'est qui cet artiste-là? Donc, il connaît un assez grand succès dans les années 60-70, moins dans les années 80, je dirais. Il y avait trois autres enfants dans la cinquantaine, fait que moi, j'ai l'impression qu'il était juste trop occupé à nous torcher. Peut-être, je sais pas. Puis dans les années 90, justement, quand on recommence à, nous les enfants, puis je suis peut-être en train de me donner trop d'importance, mais nous les enfants, on recommence à être plus autonomes, ils retrouvent une fougue dans sa peinture. Puis c'est à ce moment-là, vers la fin de sa vie, qu'il obtient un prix qu'il a toujours convoité en secret. Là, c'était le prix Paul-Émile Bourdia, qui est la plus 98. En 98, qui est la plus haute distinction en art visuel au Québec. Qui est un prix qui porte le nom de son mentor. D'un mentor, dont, en même temps, il s'est toujours un peu méfié. C'est-à-dire que, ce que vous racontez dans votre livre, vous dites, il voyait Bordua comme une sorte de gourou, en tout cas quelqu'un qui avait envie de céder à la tentation du gourou. Puis ça, votre père se méfiait des gourous. Et en même temps, alors, quand, par exemple, vient le temps du fameux manifeste de refus global, il dit non. Hein, votre père ne veut pas signer. C'est particulier parce que moi, j'avais posé la question, tu sais, comment ça se fait que t'es pas là-dedans, toi? Puis il m'avait dit, on m'a approché. Puis bon, j'avais fait le calcul, puis il était jeune, fait que, OK, on t'a approché. Puis qu'est-ce qui est du niveau du mythe, puis qu'est-ce qui est du niveau du... Mais dans la version officielle, il ne voulait pas. Ou en tout cas, il n'adhérait pas, certainement. Puis il s'est ramassé à graviter autour de Bordua, mais il adhérait pas aux thèses. Puis oui, il le voyait comme un gourou, puis je pense que c'est important de le dire, qu'il y avait une espèce, puis il y avait dans tous les mouvements artistiques, c'est tout le temps pareil. Là, quand il y a un manifeste, il faut que tu sois fidèle au manifeste, puis tout ça. Puis dans le surréalisme, André Breton en menait très large. C'est ça, tu sais. Puis
moi, c'est l'autre leg que je nomme dans le livre qui m'est tellement important, c'est que les leaders artistiques, les leaders politiques, les leaders philosophiques, parce que je vois ce genre de logique-là poindre ces jours-ci. Les messies. C'est ça. Ouais. On parlait de Mathieu Bock-Côté avant de commencer à enregistrer, puis moi j'ai vu quelqu'un commenter un de ses statuts Facebook à un moment donné, tu es notre messie Mathieu, puis j'étais comme wow, attention, là, c'est dangereux, avec toutes les bémols qu'on peut mettre, puis je suis pas contre toutes les idées à Mathieu Bock-Côté, cela dit, mais tout ce qui est messianisme, gourouisme ne m'intéresse pas, puis ne l'intéressait pas non plus. Tu sais, à un moment donné, parce que, bon, le refus global, tu sais, je me souviens d'en parler avec lui, mais tu peux pas refuser tout. Non, c'est ça. Tu peux pas. Ouais. C'est un moment nécessaire. Puis évidemment, là, je suis en train de remettre en question l'histoire du Québec, là, quoique. Mais il y a comme un espèce... Allez, faisons-le. Mais tu sais, c'est parce que tu peux pas refuser l'ensemble de ce qui... Puis on est beaucoup plus là-dedans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on hérite? Qu'est-ce qu'on doit digérer comme héritage de l'histoire du Québec? T'sais, puis je sais pas, moi, les pensionnats autochtones. Ah, OK, on doit revisiter. Puis on peut pas juste faire comme couper net. Descartes, il a essayé. Puis c'est un mythe, ça aussi. Descartes, il a copié Saint-Augustin. Saint-Augustin, il a copié Plotin. C'est-à-dire, c'est des ruptures qui cachent, au fond, des origines, souvent, ou des filiations, ou des dettes. Exact. C'est-à-dire Bordua, Riopelle doivent quelque chose, eux aussi. À André Breton, justement. C'est ça. Tu peux pas... Ben, puis il y a toute une réflexion par rapport à la rupture dans ce texte-là, dans ce livre-là, que ça m'habite. Ma blonde, elle me le dit. Elle dit, t'as besoin de rupture dans ta vie. Heureusement, t'as pas encore eu ce besoin-là avec moi. Mais tu sais, il y a comme une espèce de... Tu sais, oui, c'est nécessaire des fois, de tracer une ligne genre, OK, ça, là, non. Wow. Ça, vous le dites dans votre livre, vous dites à un moment donné, des gens qui sont incapables de rompre avec qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est des gens qui ne se connaissent pas assez ou qui n'ont pas des idées assez claires sur ce qui est important pour eux. Donc, des gens, au fond, qui n'ont pas des personnalités abouties. Exact. Il y a une sorte de radicalité qui vous attire. Oui, ben qui m'attire. Comment j'ai toujours approché mes interventions médiatiques, c'était d'essayer d'être le plus rassembleur possible, d'essayer d'être le plus compréhensif possible du plus grand spectre de pensée possible, disons. Ouais. Mais il y a une limite à ça, tu sais. Puis moi, j'atteins ces jours-ci cette limite-là, tu sais. C'est-à-dire, OK, oui, là, je vais être à l'écoute le plus possible du plus grand nombre de voix que je peux, mais à un moment donné, le mouvement d'émancipation autochtone canadien a beaucoup de choses à dire. Le mouvement malgré ses limites, malgré ses... Tu sais, il y a des choses... à un moment donné, il faut dire, OK, wow, là, tu sais, il faut tracer une ligne dans le sable. Il faut faire rupture avec ce qui semble inadmissible. Tu sais, à un moment donné, de juste vouloir... Parce que j'ai beaucoup été là-dedans, de vouloir rassembler, de vouloir... Tu sais, parce que on est une petite nation, là, tu sais, puis des penseurs au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Fait que je me dis, si on commence à faire des petites chicanes entre nous, il n'y a plus personne qui va nous écouter. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que, tu sais, d'essayer de rendre ça accessible puis rendre ça le plus friendly, de rendre ça le plus relatable. Je vais utiliser ce mot-là. Ben, au fond, quelque chose à quoi on peut s'identifier, qui a un écho dans notre vie. Oui, mais le besoin, à un moment donné aussi, il faut savoir quand est-ce que cette attirabilité-là a été atteinte. Puis il faut savoir faire, OK, mais là, ça, c'est non. T'sais. Votre père, lui, n'a pas eu peur de couper. Hein? Non. Tu sais, par exemple, alors, tu sais, c'est un peu l'homme, c'est drôle parce qu'avec le refus global, je me disais, c'est comme l'homme du refus. Exact. Là. Une sorte de négation. Puis vous en faites vous créez une sorte d'oxymore un peu étonnant. Vous dites c'est un révolutionnaire réactionnaire. Oui. Ce qui sont comme deux notions qui sont a priori assez antinomiques. Au cœur même, c'est parce qu'au cœur même de la révolution artistique, il se rebellait contre la rébellion. Fait que c'est ça. Révolution réactionnaire, c'est... Est-ce que vous... Puis oui, tout à fait. Donc ça fonctionne. Hein? L'image fonctionne très bien. On la comprend très bien. C'est comme le paradoxe de quelqu'un qui veut rompre, mais qui en même temps sent le besoin, sans doute, d'une continuité profonde. Même si c'est vrai que dans son art, il est beaucoup plus du côté des modernes, ce qu'on a appelé le modernisme, etc. C'est fou parce que j'ai pris, en lisant votre livre, alors bien sûr, j'ai admiré les tableaux qui sont reproduits dans Pays barbare, puis ça m'a forcé à aller voir sur toutes sortes de sites, hein, parce qu'on peut aller, c'est quand même impressionnant quand on se rend compte
partout où se retrouvent les tableaux de votre père. Il y en a dans les musées, bien sûr, du Québec, mais il y en a encore dans les galeries et les musées en Ontario. Il y en a au musée de le MoMA. Hein, on retrouve des tableaux de votre père là, qui sont effectivement souvent des tableaux des années de la première période, hein, les années 60-70, mais pas seulement. Puis c'est fou parce que, à un moment donné, je le regardais, ces tableaux, et je me rendais compte du paradoxe que vous essayez de décrire. C'est-à-dire que d'un côté, vous parliez tantôt de l'âge, là, où il y a une sorte de puissance qui veut comme jaillir du tableau, littéralement. Par en même temps, ce qui est particulier avec l'art de votre père, c'est que, alors il fait souvent des cases, hein, il trace souvent des lignes, parfois avec un genre de fil de plomb. Il trace comme, alors des fois les tableaux sont coupés en deux. Il y a des critiques, sans doute psychanalytiques, qui ont dit « Ah, voilà un sexe féminin. » Bon, alors on va peut-être, mais il y a aussi cette idée comme d'assigner ou de contrôler ou de maîtriser une sorte de pulsion de vie. Puis j'avais l'impression, puis des fois, alors l'autre exemple qui me frappait quand vous dites qu'à un moment donné, il rate ses tableaux, en fait. Puis là, il dit, il remet une couche de blanc dessus. Puis là, il se rend compte que c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant. Puis en même temps, mettre la couche de blanc, c'est encore une fois un peu mettre une sorte de frein, contenir, c'est ça. Et avez-vous, est-ce que c'est ça un peu l'espèce de reproche, si j'avais à dire? Puis là, évidemment, l'artiste et l'homme se mélangent, là. Est-ce que c'est un peu le reproche de dire il a trop essayé de contenir ou il a trop essayé de chercher un équilibre ou un... moi, ce que je célèbre... L'homme du centre? Oui, l'homme du centre. Moi, c'est ça, le reproche, c'est ça. C'est-à-dire, il a voté pour Mulroney quand il a gagné. Il a voté pour Chrétien quand il a gagné. Il a voté pour... Tu sais, de faire rupture avec du monde, oui, là, mais tu sais, d'avoir une idée claire politique, il en était complètement incapable. Il y avait pas... tu sais, c'est une espèce de « whatever », tout ça. Puis moi aussi, je comprends ça. Là, c'est-à-dire que moi, c'est ça dans quoi j'ai étudié. C'est la seule fois que je vais écrire un essai qui parle de politique autant, d'ailleurs, là, parce que c'est pas ça, c'est pas ça qui m'appelle. Moi, ce qui m'appelle, c'est la métaphysique. Ce qui m'appelle, c'est l'art. Ce qui m'appelle, c'est décoller du monde réel. Là. Puis ça me vient de lui, ça. En même temps, Jérémy, si je peux me permettre, c'est tout ça en même temps. J'ai l'impression que dans ce livre-là, vous faites tout ça. Il y a la dimension politique, il faut falloir qu'on y vienne. Ça s'appelle quand même Pays barbare, c'est pas pour rien, mais j'ai l'impression que vous réussissez là une sorte de mariage de toutes sortes d'influences, de préoccupations qui se cristallisent autour de la relation avec votre père. Oui, c'est vrai, mais comment dire, l'aspect politique, c'est dur pour moi de faire ça. Je trouve ça très... tu sais, je veux dire, j'ai mes convictions politiques que j'ai jamais peur de dire. Là, je vote orange au Québec, puis au Canada, je sais plus quoi faire pantoute. Puis j'ai aucun problème à le dire. C'est juste que commencer à m'impliquer en politique, commencer tout ça, là, je suis comme « wow », justement parce que ça implique nécessairement une idée de chef. Tu peux pas échapper à ça. C'est une guerre. Ça prend un boss, puis ça prend une guerre. Puis moi, la guerre... c'est pour ça que j'ai toujours voulu être rassembleur. Mais bon, on revient au tableau parce que je pense que c'est important d'en parler un peu. L'idée de... Parce que quand on lit sur les tableaux de mon père, c'est abstraction lyrique. C'est-à-dire l'expression pure de la force. Puis il peignait avec ses mains. Fait que là, tu sais, c'est comme l'espèce d'inconscient. Sensuel aussi. Oui, c'est ça. Puis l'inconscient qui se pitch sur la toile comme s'il n'y avait aucune réflexion. Puis à chaque fois que je dis ça, je dis, ben là, comment? Là, tu penses-tu que c'était juste comme une espèce de monsieur tout nu avec un béret qui se promenait avec de la peinture? Tu sais, ça marche pas de même. Puis, une fois, j'étais rentré dans son atelier, puis il y avait 6 tableaux alignés avec la couche de fond orange faite sur chaque... C'était une chaîne de montage, là, tu sais. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, là, j'ai fait le déclic. OK, oui, le bouillonnement, puis l'expression lyrique, mais il y a une structure, puis je trouve ça tellement intéressant, la rencontre des deux dans son travail, tu sais. De faire, oui, je veux m'exprimer, puis tout ça, mais je veux garder le fil de plomb, puis je veux garder le plan cartésien, puis je veux garder une lisibilité, disons. Tandis que vers la fin, dans les tableaux qui, moi, m'intéressent le plus, Poème barbare, il y a l'explosion. Puis là, à un moment donné, c'est une espèce de... il n'y a plus juste 2-3 couleurs. Ben, il n'y a jamais juste 2-3 couleurs, là, c'est réducteur de dire ça, mais il y a plus c'est plus juste un magma. Là, le volcan crache. Est-ce que c'est la même chose avec... il y a un triptyque, là, d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous? Ça, je trouve magnifique. Oui, trouve qui est magnifique à Québec en ce moment. C'est à Québec, oui. Oui. Ben, là, justement... Il y a un début de mouvement, tu sais, dans le temps, certainement, là, puis il réfère à Gauguin dans de l'histoire, puis ben, lui, c'était à un niveau plus personnel, là, sa crise était moins politique que liée à lui-même, mais ce tableau-là qui est enveloppant, tu sais, mais ce côté enveloppant-là, je le comprends, l'idée de réconfort, l'idée de, tu sais,
être prise en soin par un tableau que j'aime certainement. Mais la liberté qu'un tableau nous fasse peur un peu, poème barbare. Puis d'ailleurs, le titre de cette série de tableaux-là, c'est qu'il arrive chez son galeriste, qui était déjà Simon Blais à l'époque. Puis Simon Blais montre ça à une cliente, puis la cliente a dit « c'est donc ben barbare ». Puis lui, il dit « ah ouais », fait que là, voilà, il poème barbare. Il l'assume. Mais moi, c'est de dire, ben justement, tu sais, que de pas avoir peur de déranger un peu, là, pas avoir peur de, que ça soit pas juste du réconfort. Il a quand même fait des tableaux, par exemple, vous en parlez dans votre livre, La légende du oui et du non. Donc, il pouvait être politique. En même temps, dans d'autres tableaux, par exemple, il fait une référence claire à Nelligan. Je pense qu'il en fait une à Aquin. Jardin de Givre. Trou de mémoire, c'est Aquin, c'était un ami à lui. Bon, alors il y avait quand même, une présence et une conscience de ce qui se passait politiquement. Ouais, ben j'ai envie de déconstruire ça le plus rapidement possible, dans le sens où la légende du oui et du non, moi, il m'avait dit « ah, ces tableaux-là, ils vendent bien, hein, maudit. » Oui, mais en même temps, Jérémy, le tableau, il est jaune. À un moment donné, vous racontez qu'il fait des carrés rouges, qui est quand même assez ironique parce que vous le considérez comme un homme un peu plus conservateur. Puis, il fait des carrés rouges en 1962, là, qu'on dise bien les choses. Puis là, il y a une galeriste new-yorkaise qui lui demande d'en faire une série, puis parce qu'elle dit « je vais les vendre », puis il dit « je veux rien savoir ». Il pouvait être les deux. Il pouvait être, tout à coup, il pouvait être plus stratégique. Mais tu vois, moi, cette histoire-là, qui est une légende familiale, là, genre répétée et reprise, là, parce que là, il commence à percer à New York, puis il envoie chier la galeriste. Fait que là, tu sais, c'est comme « ah, tu sais, je regarde ». Puis le livre, une des impulsions du livre, c'est que j'étais chez Rebecca McConnell. Il faisait une exposition chez Simon Blais, puis Rebecca me demande d'y écrire une lettre. Puis là, j'écris une lettre qui sort en genre, ça a pris 15 minutes, là, tu sais, j'ai écrit 1000 mots. Là. Puis là, je racontais cette histoire-là. Que vous disiez à la radio, là. Oui, c'est ça. Puis là, j'étais comme, OK, ben là, il faut que ça devienne plus, là, fait que c'est devenu le livre. Puis là, je racontais cette histoire-là dans la lettre que je lisais à Rebecca, admirativement. Tu sais, il y a quelque chose de beau là-dedans, de faire comme je vais faire à ma tête. Fuck off. Mais c'est juste que moi, maintenant, quand j'y pense, je trouve qu'il a manqué de stratégie. Il y a moyen OK, oui, madame, là, puis je vais continuer à justement, je veux pas être docile, mais je vais être docile. Je vais donner l'apparence, je vais être rusé. Ben, c'est ça. Non, c'est ça, vous le dites bien, il aurait dû dire oui. Ben oui. Et puis faire ce qu'il voulait de toute façon. Ben, c'est ça. Puis elle aurait probablement pris, puis elle aurait dit, ah, ben oui, OK. Exact. Mais bon, l'aspect envoyer promener la galeriste, je le comprends en même temps. Puis c'est ça l'affaire que je suis tout le temps oui mais là, par rapport à tout ce que je dis sur lui parce que je le vis présentement dans le monde intellectuel. À quel point je fais l'innocent. J'aime ça. Là, de faire comme si j'étais un comme regarde-moi de haut. Là. Puis je le vis ça dans le monde intellectuel. Je suis regardé de haut par ben du monde parce que j'ai écrit sur le hip-hop. Puis ça fait pas. Ah, je veux pas commencer à nommer du monde, certainement. Non, mais je veux dire, c'est quoi, c'est des universitaires? Par des universitaires, quand tu parles de philosophie à Radio-Canada, il y a un paquet de philosophes plus sérieux qui te prennent pas au sérieux. Je veux dire, c'est de même la vie. Quand tu publies des livres... Ces gens-là, en même temps, tu les mettrais devant un micro, puis tu leur demanderais de parler de philosophie de façon claire pendant 10 minutes, puis il y aurait peut-être bien beaucoup de difficultés. Moi, j'ai rien contre les philosophes universitaires, mais tu sais... Chris, là, tu publies cet essai-là, d'ailleurs, cet essai-là, il est chez Varia, chez Nota Bene, c'est des essais plus sérieux, entre guillemets, qui sont publiés là. Mais je vais continuer à publier des essais chez XYZ, qui est une maison grand public, parce que, tu sais, moi, ça me vient de mon bagage dans le milieu de la musique, dans le milieu du rap. Faire des choses compréhensibles pour tout le monde, c'est parfois plus compliqué que de faire des choses compliquées. Fait que, tu sais, il y a comme une espèce de... je m'en souviens plus où c'est qu'on est parti avec ça, là, mais il y a comme une espèce de de vouloir rompre avec le monde que j'hérite de mon père, de vouloir faire aller tout chier les universitaires. Mais en même temps, je suis comme mais non, je veux pas parce que c'est con, parce que je m'en sers de leurs livres quand je m'en vais parler à la radio. Fait que j'essaie je comprends très bien ce sentiment-là, mais c'est vrai que ça me fait penser à une phrase. À un moment donné, je suis assis à une table ronde d'écrivains, et puis il demande la question classique à un écrivain, pourquoi écrivez-vous? Et moi, je réponds, puis ça avait un peu comme fait murmurer tout le monde, j'ai dit, j'écris pour être lu. Puis là, les gens étaient comme, ben là, c'est pas assez deep, bien niaiseux comme réponse. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a ça aussi, un souci. Je pense que ça fait peut-être partie de votre démarche, Jérémy. Il y a un souci d'aller rejoindre les gens, d'aller les chercher là où ils sont. Ça peut être vu de manière condescendante en disant il fait des compromis, mais d'un autre côté,
qui va leur parler à ces gens-là, sinon? Ben, mon père a souffert de la même affaire dans le milieu artistique. Je veux dire, c'était facile d'aimer des tableaux de Jean McEwen, justement par le côté enveloppant. Là, c'est pas assez difficile. Là, tu te ramasses mettons, là, on est en 1962, là, ou peut-être 72 plus, là, puis tu te ramasses dans une galerie, tu es en face d'un Molinari, puis tu te dis, mon Dieu, c'est des bandes colorées, puis tu comprends rien. Là, un kidam là, qui est comme, what the hell? Tandis que t'arrives, tu mets la même personne en face d'un tableau de mon père. Il y en a qui vont dire c'est n'importe quoi aussi. Il y a moyen de juste juger tout puis s'en foutre. Mais il va être facile de dire le rouge vient me chercher, il y a une chaleur, etc. Bon, ben, moi, c'est quelque chose que j'hérite. C'est-à-dire que je veux être compris, maudit. Là, je veux dire, de juste. C'était ceci. Je me permets plus d'y aller dans comment dire, là, je suis en train de faire un geste comme si des pâtes Primavera étaient en train de se mélanger. L'espèce d'entortillement, je me le permets plus. Mais puis vous êtes avec des mots aussi, c'est pas la même chose. Comment? Vous êtes avec les mots. Oui. Donc, c'est pas exactement comme travailler avec la couleur. Oui, ben j'essaie de... Je veux que ça soit comme travailler avec la couleur. Okay. C'est là que je trouve que l'écriture... m'interpelle moi le plus. Quand j'ai écrit ça, je venais juste de lire Querelle de Roberval de Kevin Lambert, puis Mère d'invention de Clara Dupuis-Morancy. Puis c'est des écritures fiévreuses. Là, c'est vraiment... On sent ça dans votre livre. Il y a une espèce de comme... Là, j'étais comme, I want to write like that. Là, mais c'est exactement... C'est drôle parce que c'est vraiment... Quand tantôt vous parliez de magma, là, mais on sent que c'est comme une matière en fusion, ce livre-là. Ben, parce que les mots deviennent forme et fond, que ça devient le sujet du livre le livre lui-même, puis que ça devient la pâte. Là, parce que en essai, quand je parle de vérité créative, là, en essai, il est facile, comment pas il est facile, mais tu sais, classiquement, ce serait je veux te parler de tel truc. Voici ta. Puis bon, dans Philosophie du hip-hop, c'est ça que je fais. Puis mais là, j'étais comme non. On prend le lecteur par la main, en un sens. D'une certaine manière, je vais t'expliquer point par point pourquoi je pense telle chose. T'sais. Puis là, j'étais comme non, ça sera pas ça va être un essai fait sur le mode d'un tableau. Là, c'est-à-dire, j'avais une liste de 15 affaires, là, genre, je sais pas moi... Poème barbare, le suicide de sa première femme, tac, là, tu sais. Puis il faut que je passe à travers de ça, mais à part ça, whatever, tu sais. Puis le parenthèse, puis croche, c'est ça, c'est qu'on sent, c'est un livre qui est particulier parce qu'on sent qu'on peut presque y entrer. Ben, évidemment, il y a quand même un début, une fin, là. Puis c'est comme une lettre que vous écrivez, c'est une lettre que vous écrivez à votre père. En même temps, on sent qu'on pourrait y entrer par toutes sortes de portes parce que c'est une matière qui est en mouvement. Et des associations, tantôt quand je parlais du baroque, c'est ce côté un peu étonnant d'association entre des fois des idées, des images. Vous avez une manière de tordre le cou à la langue aussi que je trouve assez rafraîchissante et stimulante. Et tout ça, c'est drôle parce que en même temps, on est vraiment toujours sur une frontière. À un moment donné, on sent que vous êtes tiraillé, vous aussi. Puis vous l'avez déjà décrit. Mais il y a quand même dans ce livre-là des propos assez durs envers le Québec dans l'état où il est actuellement. Oui. Par exemple, vous dites on est très bon pour penser la Nouvelle-France. Oui. En voulant dire, on n'est comme pas encore capable de penser le Québec. Non. Vous dites des choses comme... puis vous dites quelque chose, puis ça m'a fait rire à des gorges déployées. J'aurais aimé être révolutionnaire, j'aurais aimé être déchiré, mais je suis québécois, donc je suis confortable. Oui. Ben, c'est parce que de dire... Bon, j'enseigne pas la littérature, mais quoique mes cours de philo de ce temps-ci, de plus en plus, je suis en train de... Ben, c'est ça, là, je veux dire, dans mon cours d'éthique, je fais lire du Nelly Arcan puis du Ta-Nehisi Coates, là, fait que je suis en train de faire... c'est toute la même chose. Mm-hmm. Mais on est bien bon pour... les classiques, là, tu sais, puis c'est quoi, même, il devrait-il y avoir une liste obligatoire de lecture, là, c'était le débat, là, il y a 6 mois, là, tu sais, puis... Ça a duré 2 jours. Ouais, mais dans le sens où, qu'est-ce qu'on devrait lire dans un cours, le passé, tu sais, tandis que la philosophie contemporaine, là, québécoise, elle existe, puis c'est ça qui m'intéresse, puis c'est ça qui devrait être enseigné, c'est ça qui... Tu sais, j'ai des étudiants... Puis je suis pas le seul à faire ça, c'est pas ce que j'essaie de dire, mais tu sais, je faisais lire un essai d'atelier 10 sur comment ça s'appelle, la philosophie à l'abattoir, puis là, c'était le véganisme, puis là, j'ai un étudiant qui était je sais que c'est important de lire Platon, là, mais mon Dieu que ça fait du bien de lire quelque chose qui a été publié là, sur un débat là. Fait que, tu sais, juste d'y aller vis-à-vis du Québec d'aujourd'hui, c'est pas ce que je retrouve
au gouvernement, tu sais, à un moment donné, je le nomme, là, la CAQ, là, tu sais, pour moi, la CAQ, ça s'appelle Avenir Québec. Il est où l'avenir dans ce parti-là? Il y en a, tu sais, c'est pas un parti qui est tourné vers l'avenir, c'est un parti qui est tourné vers les valeurs québécoises qui seraient censées être inscrites sur des tables éternelles de je sais pas quoi. Tu sais, Moïse, il descend, puis il s'appelle François Legault, puis voici les valeurs québécoises. Non, tu sais, l'avenir, par définition, c'est que tu prends une chance, parce que tu le sais pas. Puis c'est pour, tu sais, quand on est dans l'aporie, là, depuis tantôt, là, bon, ben, normalement, quand on réfléchit l'avenir du Québec, qui est un des endroits les plus intéressants au monde, tu sais, puis c'est pour ça que... C'est pour ça que je parle français, là, tu sais. Je veux dire, c'est parce que c'est vraiment intéressant comme lieu, mais il faut un peu une sorte d'anomalie historique. C'est ça, c'est bizarre comme place. What the fuck, comment ça se fait qu'on est là? C'est ça. Mais de penser ça en se disant tout est possible. T'sais, parce que moi, j'ai l'impression que quand je regarde le gouvernement actuel, j'ai l'impression qu'on ferme des portes. Faudrait pas trop que ça déborde de tel bord. Faudrait pas trop que ça aille par là. Faut garder le droit chemin de... Là, ça donne, tu sais, entre guillemets, ça donne bien parce que... La pandémie, ça donne bien pour eux parce qu'ils sont dans l'efficacité. Tout le monde et dans la fermeture de portes parce que c'est... exact. Non, mais c'est vrai. C'est ça. C'est la spécialité. On reste droit sur le droit chemin. Ça leur a servi énormément parce que... Tu veux un gouvernement efficace dans une situation comme celle-là. Tu veux pas que ça niaise, tu veux que ça se règle. La gestion à la petite semaine, c'est ça que ça prend, dans un certain sens, en tout cas. Où est le Québec dans 10 ans, dans la vision de ce parti-là? Ben, l'avenir du Québec, je le vois nulle part. Vous n'avez pas l'impression, je viens de tutoyer moi aussi, vous n'avez pas l'impression, Jérémy, que c'est juste parce que le Québec vieillit? Parce qu'on est quand même, on s'en rend pas tout à fait compte. Là. Oui, c'est vieillissant. Puis, tu sais, 2012, là, pourquoi ça n'a pas donné les fruits que ça a donné? C'est parce qu'on est dans une société vieillissante. On est dans une des sociétés les plus vieilles au monde. Mm-hmm. Et je veux pas faire de généralisation, mais j'ai l'impression que je vais être un peu comme ça quand je vais devenir plus vieux, quand je vais prendre ma retraite. On n'a pas tant intérêt à ce que ça bouge. Ou en tout cas, tu sais, les grosses réformes ou les révolutions ou les transformations, c'est pas quelque chose qui attire... Avez-vous l'impression que c'est juste ça, en fait? C'est une société un peu vieillissante qui gère on pourrait dire, l'héritage. Les choses importantes se sont passées dans les années 60, 70. Et là, tout ce qu'on fait, c'est... essayer de maintenir ça. Puis on apporte les petits ajustements sur le bolide. C'est pas juste qu'on est une société vieille, âgée? Ben, je vais revenir à mon père, c'est-à-dire que ces tableaux les plus jeunes, c'est ceux qu'il a fait à la fin. Puis le challenge que je me donne, c'est, tu sais, mettons là, OK, bon, moi, je suis beaucoup là-dedans, là, où c'est que je me vois dans 5 ans? Où c'est que je me vois dans 5 ans? Où c'est que je me vois dans 5 ans? Je veux me dire ça à 72 ans aussi, tu sais. Ouais. S'il y a un moment où j'arrête de me dire ça, c'est là que je vais dire, ah ben, je suis confortable, tu sais, oui, je suis québécois, je suis confortable, je le nomme, mais tu sais, c'est comme une mise en garde, tu sais, de rester confortable et d'être satisfait de ce que le Québec a été, la conservation du français, puis tout ce genre de discours-là. Évidemment, j'en suis la conservation du français, mais l'évolution du français, l'invention du français, l'invention du Québec. Le Québec a 3 ans et demi, là, on a tout à faire. C'est un chantier énorme. Puis oui, bon, la population vieillissante, j'en conviens. Puis en vieillissant, c'est de plus en plus difficile de ne pas s'asseoir sur ses affaires. Je suis d'accord. Quand je commence à tracer des lignes, moi-même, je suis là-dedans. On commence à évaluer ses acquis. Ben, c'est ça. Puis OK, ça, je veux pas aller là. Ça, je veux, j'essaie de... Mais une fois de temps en temps, je me dis non, il faut que je défonce cette porte-là, puis il faut que j'ouvre la porte, puis que, je lise quelque chose que je serais pas censé lire normalement dans ma façon de penser. Se mettre en danger. Oui, puis de pas... Tu sais, j'avais eu cette phrase-là à un moment donné qui m'était venue, c'était tant que t'es pas mort, t'es jeune. Là, le monde qui sont morts en 1850 sont vieux. Mais quand t'es en vie sur cette terre, c'est parce que t'es très jeune vis-à-vis de l'ensemble du monde qui sont déjà morts. T'sais, fait que d'essayer de garder cette jeunesse-là, que ça, là j'ai 41, ça a l'air de plus dur de plus en plus de garder. Mais vous le dites dans le livre, c'est que vous avez presque l'impression de, peut-être pas de rajeunir, mais de rester jeune ou de maintenir alors qu'autour de vous, ça vieillit. Ben, même autour de vous avec des gens de votre âge. Ah, ben ça, je l'ai vécu avec mes amis, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu fais comme, OK, là, tout le monde a comme fait, fait que c'était ça. Là, tu fais, c'est on tout. s'assoit. C'est tout, là, tu sais, je veux dire, il n'y a plus de... Tu sais, les soirées, là, quand t'as 23 ans, là, puis que t'as l'impression, puis tu refais le monde, là, puis tout ça, t'es sur la butte Montmartre, là, puis tu fais comme, wow, OK, let's go. Ben...
il me semble que j'ai envie de vivre ça ce soir. Tu sais. C'est ça. Puis je pense pas que je suis exceptionnel dans cette mesure-là. Je pense juste que je me le permets. Tu sais, c'est de vouloir continuer à j'écoutais, c'est drôle, je pense à Stéphane Bureau qui référait à je sais pas qui disait tu sais, dans ma tête, j'ai le même âge que quand j'avais 12 ans, mais quand je me regarde dans le miroir, tu sais, je me sens comme, là, je te parle, je vous parle en ce moment, puis il y a comme... Je regarde le monde comme quand j'avais 12 ans, puis j'avais les yeux écarquillés, puis je me dis, je refuse que mon corps me dicte le vieillissement. Tu sais, oui, mon corps vieillit, oui, je vais me décrépir, oui, tout ça, mais un regard sur le monde qui est en vie, c'est un regard qui est jeune, puis qui peut rester jeune, puis le Québec doit écouter la jeunesse, il l'a fait un petit peu. Je suis pas tout à fait... Tu sais, moi, je condamne pas 2012, là, j'ai pas l'impression qu'il y a rien qui est sorti de ça. Dans le sens où juste les frais de scolarité sont restés bas. Pour moi, déjà, ça... C'est un gain. C'est énorme dans le sens où... Non, moi, je ne les condamne pas. Hein. Moi, je les condamne pas. Au contraire, je le portais, le carré rouge. J'en étais de ces revendications-là. J'y croyais. Je crois même à la gratuité. C'est juste que quand on regarde l'ampleur de ce que ça a été et ce que ça a finalement donné, en gros, le bilan qu'on peut faire, c'est de dire, bon, il y a une génération... qui est venu au monde politiquement. Ça a donné des leaders qui sont entrés dans différents partis. Bon, tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois, il y en a d'autres. Mais le Québec profond a pas tant changé parce que deux ans après, après les péquistes, il y a le Parti libéral de Couillard. Maintenant, il y a le CAQ de François Legault. On est dans une sorte de continuité. La CAQ est une sorte de synthèse amenuisée des deux partis frères, non? C'est une sorte de rencontre, en tout cas, de moins dommageable dans le péquisme et de plus acceptable dans les libéraux, non? C'est vrai, mais... Là, je suis peut-être un peu... mais non, c'est vrai, politiquement. Politiquement, je suis d'accord. Mais intellectuellement, tu sais, je regarde dans les 10 dernières années ce qui a émergé intellectuellement au Québec, puis tu sais, il y a un paquet d'affaires intéressantes qui se passent quand même présentement. Il se passe quelque chose, c'est vrai. Puis on se le dit, on a déjà eu l'occasion de se le dire, puis je le disais l'autre jour avec Nicolas Lévesque, dont je lisais Thomas. Il y a quelque chose qui se passe, hein? Puis, tu sais, oui, hey, Colin, ça c'est bon, ça, oui, toi, ok, ça bouge. Ça bouge. Puis c'est un paquet de monde qui était dans la rue en 2012, ça. Fait qu'il y a comme un... Je connais pas les allégeances à Nicolas Lévesque, mais j'ai pas l'impression qu'il était ailleurs que dans la rue. Fait que, ou dans son cabinet. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a comme une espèce de... quelque chose qui est né là, une génération qui est née là. Puis bon, ça, c'est ma tendance à l'optimisme, là. Mais aussi, moi, j'ai l'impression qu'il y a deux partis qui comptent en ce moment au Québec. C'est la CAQ puis Québec solidaire. Puis j'ai eu l'occasion d'écrire là-dessus dans l'inconvénient. C'est-à-dire que le Parti libéral, avec tout le respect que j'ai pour Dominique Anglade, ça n'existe plus, là. Tu sais, je veux dire, ça se peut plus. Le PQ, ça se peut encore moins. Oui, Québec solidaire est tout petit, minuscule même, mais spéculativement, métaphysiquement, c'est l'avenir du Québec politique, c'est la CAQ puis Québec solidaire. Mais étrangement, je veux pas trop qu'on s'attarde sur la CAQ, mais parlons-en quand même un peu. C'est peut-être la première fois depuis très longtemps qu'on a un nouveau parti qui arrive et qui est pas... l'air vieux. C'est drôle parce que j'avais ce sentiment-là récemment en parlant avec des amis. Je me disais, on dirait qu'ils sont là depuis toujours. Oui, puis c'est le temps de la pandémie. Oui, il y a ça. Mais l'autre chose aussi, c'est que c'est pas un parti, contrairement aux autres, qui est arrivé sur la scène avec des intellectuels. Non. Le PQ, ça a été un parti vraiment très habité, vraiment nourri par les intellectuels. Quoi qu'on en pense aujourd'hui, les années 70, c'est évident. Il y en a, ils sont nombreux, ils sont partout. Les libéraux, on ne peut pas dire que c'est un parti d'intellectuels, mais ils ont eu quand même, au fil de leur histoire, des figures intellectuelles importantes. La Palme dans les années 50-60, Claude Ryan, qui n'est pas mon préféré, mais bon. Et puis bon, mais la CAQ, c'est un parti qui n'a pas vraiment de lien avec le monde intellectuel. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Parce que quand je dis que vous êtes dur avec le Québec, vous dites aujourd'hui, les incultes sont fiers au Québec. On assume, on revendique son inculture. Oui. Tu sais, t'écoutes TVA, t'écoutes VTL, je veux dire, c'est pas pour célébrer Radio-Canada, là, mais c'est quand même la seule place où tu vas trouver un genre de discours intellectuel à heure de grande écoute de radio. Oui, il y a comme une célébration de « on va garder ça simple ». Même dans le discours du premier ministre, on va garder ça simple. Une espèce de
on va te prendre vraiment par la main là, pour te convaincre d'écouter la science, là, parce qu'il faudrait pas trop qu'on te brusque là, pour te dire que tu es vraiment crétin de pas écouter la science. Il y a ce... Puis en ça, même temps, je trouve ça inquiétant. Le gars, il lit des livres, il en parle. C'est ça, je me questionnais par rapport à ça ce matin, c'est drôle. Mais il y a comme un... Je sais, c'est un gestionnaire, là, on s'entend, là, c'est un homme d'affaires. Il lit des livres, mais qu'est-ce qu'il fait avec après? Je veux dire, est-ce qu'il prend ce qu'il est-ce qu'il prend ce qu'il a lu? Je me souviens, il avait parlé de l'Empire invisible. Il a parlé aussi de Bock-Côté, il a parlé d'un paquet d'affaires, toute une constellation, mais une fois de temps en temps, j'aimerais ça qu'ils disent « Ah, j'ai lu Natacha Canapé-Fontaine ». Juste pour dire, je suis allé de l'autre bord aussi. Il y a pas là, je lis des romans, très bien. Je lis des choses qui dérangent pas trop mon truc. Puis après ça, je fais quoi avec tout ça? J'ai l'impression qu'il va au centre, il va un petit peu vers la gauche, il va vers la droite, puis il arrête, puis tu sais, comme... Puis regardez, je lis. Ouais, très bien, mais... Ça fait partie d'une stratégie politique. Ça fait partie de... I've covered that base. J'ai touché à ça. J'ai fait ça. Vous pouvez pas dire que je suis anti-intellectuel, je lis des livres. On ferme. Oui, mais d'accord, mais ils sont où les intellectuels au gouvernement? Ils sont, je veux dire... mais en même temps, ils sont où les... C'est de la façade. Jérémy, vous dites, ils sont où les intellectuels au gouvernement? À un moment donné, c'est fascinant parce que dans le livre, vous parlez... On en a parlé tout à l'heure de la tentation du messie, du gourou, puis vous dites que vous-même, vous l'éprouvez parfois, cette tentation-là, ou en tout cas, peut-être pas la tentation comme l'appel. C'est-à-dire, vous avez l'impression qu'au Québec... on attend ça d'un intellectuel qui soit un peu, je ne sais pas si vous diriez que c'est un peu une sorte de guide, quelqu'un qui va nous dire comment être. Alors je vous cite, être intellectuel au Québec ne semble acceptable socialement que lorsqu'on endosse la posture du chef spirituel. Alors là, bien sûr, il y a Bordua en arrière de ça, mais quand j'appelle de mes voeux la fin de l'attente du Messie québécois, je sais que c'est une cause perdue. Ils sont déjà quelques-uns à se battre pour le trône, parce que les Québécois rêvent de celui qui aura la parole sainte pour demain. Et moi, ça m'a beaucoup frappé parce que, d'un côté, je voyais un peu de quoi vous vouliez parler, c'est-à-dire que je vois un peu des figures. Bock-Côté, par exemple, c'est un personnage qui est devenu vraiment une référence pour beaucoup de gens. Par en même temps, je me disais, est-ce que les Québécois sont si intéressés parce que les intellectuels ont à dire? Ben moi, dans le passage que vous citez, c'est proche d'un passage où je parle de Serge Bouchard, qui représentait ça. Et il était, lui, écouté. Sage. Oui, c'est ça. Il était énormément écouté par des gens de, Bock-Côté, ça serait pour la droite, mais Serge, c'était droite, gauche, centre, tout le monde. Tout le monde, Il arrivait à faire ça. Puis, il l'endossait, lui, le chef. Là. Il l'endossait, l'espèce de sage. Il l'endossait. Mais il l'a endossé très tard. Parce que déjà, c'est une chose qui est frappante. Puis ça, on a ça un peu en commun. On a commencé à écrire des livres plus tard que la moyenne, fin trentaine ou quarantaine. Ben, dans l'essai, c'est ça. Là. Puis Bouchard, ses premiers livres, il y a la quarantaine déjà. Mais rendu à 72 ans, est-ce que c'est pas un titre qui est acceptable ou non? Moi, j'ai envie de dire non, jamais. C'est jamais un titre qui est... Parce que ça peut pas marcher, je veux dire, on peut pas se fier sur quelqu'un pour répondre à des questions par rapport à tout. La parole sainte, la parole d'or, la parole de... Il n'y a personne qui est comme ça. Puis l'intellectuel, je vais rajouter l'intellectuel public, qui devient une espèce de référence. Moi, des fois, puis je refuse, là, on m'appelle, puis peux-tu commenter tel truc? L'autre fois, c'était l'humour et la philosophie. Puis là, j'imagine bien que j'aurais pu parler de Diogène, là, puis de je sais pas quoi, là, puis j'aurais pu baragouiner quelque chose. Mais j'étais comme, si je veux dire quelque chose de réellement pertinent, il va falloir que je passe 2-3 jours à travailler. Là. Tu vas-tu me payer pour cette affaire? C'est quoi, là? Je veux dire, tu veux que je débarque, puis là, que je fasse comme si je connaissais tout là-dessus, puis que j'endosse mon espèce de fausse assurance. Je suis capable, je l'ai déjà fait. Mais non, je veux plus aller là. Puis parce qu'on devient, à partir du moment où on a une voix qui coule relativement bien, on est capable d'assembler 2-3 idées, on se fait appeler pour un paquet de trucs qui n'ont rien à voir avec notre champ d'expertise, puis ça m'inquiète. Étant donné que je travaille dans les médias, puis que j'écris, puis là, il y a une espèce de constellation d'affaires que je fais, on commence à faire, là, on va appeler Jérémy, il va nous dire de quoi, tu sais, puis wow, ben non, en fait, non, je me demande si on n'aurait pas besoin, je déteste les règles, les quotas puis les lois, mais je me demande si dans le milieu médiatique, on ne devrait pas se donner tout le monde une sorte de règle non écrite qui serait
de limiter le nombre d'opinions qu'on peut émettre dans une année. Me semble que ça serait la chose à faire. Tu sais, quand tu es rendu à ta 80e, ta 100e opinion, puis probablement que là, je suis très conservateur. Il doit y avoir des gens qui donnent 300, 400 opinions par jour, par année, qui les recyclent. À un moment donné, ça devient absurde. Ben, ça devient... Ça devient... oui, c'est absurde, on est d'accord, mais ça marche. C'est ça qui m'inquiète encore plus. C'est que les gens qui endossent cette posture-là sont ceux qui sont le plus écoutés. C'est très rentable. Ben, c'est super rentable. Puis là, la ligne se brouille. Puis c'est correct que la ligne se brouille. Ça, je pense qu'il faut penser à cette ligne brouille-là, cette ligne trouble-là, entre l'éditorial puis l'essai. Moi, je pense que ce sont deux milieux qui doivent se toucher. Les essayistes doivent toucher à l'éditorial et vice-versa. C'est-à-dire, tu sais, je pense à un paquet d'éditorialistes, je suis comme, écris donc un livre, là. Tu sais, vas-y, t'en as des idées, là? T'es-tu capable de la tenir, ton idée, pendant plus que 800 mots? Ouais. Pas sûr. Tu sais, puis c'est bien, oui, c'est noir, c'est blanc pendant 800 mots, puis je vais mettre une petite nuance au milieu pour avoir l'air mesuré. Excusez, là, mais j'étais cœur. Tu sais, vas-y, là. Puis moi, je le fais l'effort. Tu sais, je pourrais écrire mes livres, puis aller chercher mes petites subs, là, puis vivre dans mon petit vase. Non, je fais l'effort, je m'en vais à la radio, puis le chrono qui découle, puis je suis comme, j'ai pas le temps de dire ce que je voulais dire. Ouais. Mais je le fais, cet effort-là. Fait que, tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait le retour, mais aussi, comme vous dites, une limite à y aller, tu sais, comme là, cet été, j'étais allé, exemple, là, j'étais là tout l'été avec Rebecca McConnell, j'en ai fait 7 dans l'été, j'ai fait 5 articles pour la presse, là, je suis comme, wow, je prends un mois ou deux, là, que... On a besoin de se ressourcer? Ben oui, il faut lire des livres, moi, je sais pas comment... Moi, je pourrais juste pas, je pense qu'à un moment donné, on a besoin de se nourrir, on a besoin de prendre du recul, puis aussi de se rendre compte que parfois notre parole n'est pas si nécessaire. Ben oui. Puis ça, c'est un problème qui existe à droite comme à gauche. Hein. Je tiens là, vraiment, puis je ne veux pas commencer à blaster du monde parce que ça ne sert à rien, là, mais tu sais, il y en a de toutes les couleurs politiques, des gens qui se croient tout le temps sur pertinent direct dessus. Là, je suis direct dessus avec ça. C'est tellement bon. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, Jérémy, qui vient aussi d'une espèce de sentiment d'urgence? C'est comme, on vit dans un monde où ça va très vite, puis on a l'impression qu'on pourrait vite ne plus être la saveur du mois. Ouais. Et là, on dit, ben là, j'en vais en profiter autant que je peux. Moi, j'aime beaucoup une phrase que votre père a dite, que je trouvais très sage et en même temps simple. J'ai l'impression que la vie n'est pas si courte que ça. C'est ça. La vie, c'est pas si court que ça. Ouais, ça m'a frappé parce que c'est vraiment le contraire qu'on attend en général. Tu sais, le classique, c'est... go, go, go. Oui, puis là, vous avez des enfants, puis on va vous dire... ben là, profite-en parce que tu vas voir, ça passe vite. Je l'ai entendu souvent. Ils vont être rendus au cégep demain matin. Ouais. Puis là, votre père, il vous dit, non, la vie, c'est pas si court que ça. Non. Il dit, l'urgence ne semble pas... Alors ça, c'est vous qui disais ça. L'urgence ne semble pas avoir été un sentiment qui t'a habité très longtemps. En tout cas, j'ai longtemps tenu pour idéal la vieillesse, ta vieillesse, que je rendais à l'égal de la sagesse. Mais il y a quelque chose quand même dans ce sentiment que le temps, la vie humaine, c'est quelque chose finalement d'assez long. Puis on va avoir le temps d'y arriver à ça. Puis on va avoir le temps d'y arriver. Donc, hâte-toi lentement, parce que s'il y a une pertinence à ton œuvre, parce que c'est ça aussi la leçon de Jean McEwen, comme de grands artistes, c'est la leçon de la durée. Oui, puis moi, ça me travaille de plus en plus. Parce qu'il y a 2 ans, quand j'ai sorti mon livre sur le hip-hop, je l'étais la saveur du mois. Puis là, je suis comme, OK, là, fine, là, c'était bien le fun, là, tu sais, puis cool. Mais ce qui m'intéresse, c'est de penser sur la durée, puis pas seulement à propos de ce thème-là, puis de penser sur toutes sortes de trucs, puis d'apprendre la patience. Tu sais, moi, c'est dur. Non, mais c'est vrai, c'est dur d'apprendre la patience. C'est très dur. Puis c'est Serge Bouchard, à un moment donné, il me niaisait là-dessus. Il dit, Jérémy McEwen, impatient, blablabla. Tu sais, puis c'est vrai, tu sais, j'ai toujours eu hâte, là. C'est quoi la prochaine affaire? C'est quoi la prochaine étape? On dirait l'impatience, c'est le trait de la jeunesse. Oui. C'est un genre de proverbe. Puis, mais d'essayer de dire, je vais en avoir, tu sais, d'avoir confiance en quelque part, je vais en avoir d'autres idées, il va y avoir d'autres trucs. Puis si ça marche moins, c'est correct aussi. Ça, c'est quelque chose que j'apprends quand j'ai sorti mon recueil de poésie il y a 6 mois, ça a plus ou moins marché, puis comme c'est pas grave, j'avais besoin de dire ça. Tu sais, il y a comme une espèce de lâcher. Puis c'est ça, l'opinion à tous les 2 jours dans les médias, c'est de jamais être capable de dire il faut que je sois là. De ne pas être capable de dire c'est pas grave si je suis pas là. C'est pas grave. Je vais passer mon tour sur cette affaire-là. Je vais passer mon tour sur... Parce que sinon
sais, on fait pas le geste de base de l'essayiste, du penseur, c'est de prendre le recul. C'est la première affaire qu'on nous apprend dans le premier cours de philosophie qu'on fait dans notre vie, c'est de prendre du recul. Mais la vanité étant tellement forte, à partir du moment où on nous dit « viens-t'en » puis prends la parole, ben là, go, c'est le fun. Là, il y a une attention qui vient avec ça. C'est ça. Puis là, je suis comme, Mathieu, il me disait tantôt qu'il y a 10 000 personnes qui écoutent le podcast à Fred Savard, c'est le fun. Tu sais, il y a quelque chose de grisant là-dedans, mais comment dire, je suis pas contre le grisant en général dans la vie, même que l'ivresse prend une grande place dans... On n'a pas parlé du rapport de l'alcool de mon père, mais tout ce qui est grisant a une place certainement, mais il faut être capable de se dire, c'est pas grave si je passe mon tour sur celle-là, j'ai 41 ans, plus jeune, mais c'est pas vieux non plus. Il y a comme une espèce de... Ça viendra, là, ça va. Là. Jérémy, on finit sur une des plus belles phrases, des plus beaux passages, à mon avis, de votre livre. Te souviens-tu, donc vous parlez à votre père, te souviens-tu quand tu m'as dit que sans lumière, il n'y avait pas de couleur? Et j'en déduis 30 ans plus tard que la lumière est l'un, avec une majuscule, hein, comme dans la philosophie antique. Comme Plotin, là. C'est ça. La source, l'ultime élément, est la seule chose digne de notre prosternement, je m'excuse. Ils saluent tous le soleil, tu le savais, je le sais. Ils font semblant de saluer autre chose, parce qu'il faut bien se différencier les uns des autres et faire la guerre pour s'occuper quand on n'est pas artiste. Mais je sais, comme tu savais, que c'est du pareil au même. Je commence à peine à aimer ce que je fais. Je commence à peine à saluer le soleil. Tu dois te dire « enfin ». Parce qu'à partir d'un certain moment, il n'est plus possible de ne pas croire au progrès pour se donner la force de se lever le matin. Je trouve que c'est une phrase, un passage magnifique. Merci. Le salut au soleil. Ouais. C'est marcher vers la lumière. Ouais. C'est drôle parce que, tu sais, au Québec, la noirceur est tellement sacralisée. Tu sais, la grande noirceur avec des majuscules. Puis la lumière, c'est relativement absent, discret. Mm-hmm. C'est important pour vous, cette lumière? Oui, moi, ce sur quoi... Parce que, bon, ce livre-là, j'ai écrit le premier geste, ça fait 2 ans, là, quand même. Là, on l'a retravaillé, là, vous connaissez la chanson. Je connais. Mais ce sur quoi je travaille présentement, c'est réfléchir par rapport à la religion. Ouais. Parce que c'est quelque chose, cette idée de prosternement vis-à-vis du soleil, puis effectivement qu'on appelle ça comme on veut par la suite. Là. Ouais. Mais, Platon, sa religiosité, c'est vis-à-vis du soleil. Mm-hmm. Plotin, il l'a transformé en l'un, mais c'est à peu près la même. Une religiosité philosophique, là, mm-hmm. mais une religiosité quand même. C'est-à-dire de regarder dehors puis de me dire, mon Dieu, il y a de la lumière. C'est tellement impressionnant, puis c'est pour ça que je vois un arbre vert dehors. Mm-hmm. Et d'accepter... Puis c'est beaucoup de... Tu sais, parce que, bon, dans Pays barbare, c'est beaucoup de l'acceptation par rapport à ce que je suis, mais... Dans la réflexion, là où j'en suis par rapport à la religion, c'est beaucoup dans l'acceptation de ma spiritualité. D'accepter d'ouvrir un champ de réflexion vis-à-vis de la spiritualité, parce que j'ai l'impression que soit tout ce qui a rapport à la réflexion spirituelle au Québec, c'est soit de la condamnation, soit une invitation à l'ouverture à la diversité. Évidemment, moi, je suis beaucoup plus dans l'invitation à l'ouverture à la diversité, mais après qu'on ait dit ça, qu'est-ce que notre rapport aux religieux au Québec, au-delà de la grande noirceur, justement, au-delà de... Arrêtons de taper sa tête aux femmes voilées. Au-delà, oui, bien sûr. Mais après ça, je suis pas le seul. Je veux dire, je déteste l'Église catholique. Je dis, vraiment, là, viscéralement, je rentre dans une église, puis je les trouve hypocrites, puis ça m'énerve. Est-ce que c'est l'Église que vous détestez, ou c'est l'idée de religion, d'institution? L'institution que je connais, c'est l'Église catholique. Fait que, bon, oui, je résiste à la religion institutionnalisée. C'est juste que je voudrais pas te parler à travers mon chapeau, finalement. Oui, d'accord. Mais le rapport à, tu sais, me promener dans la rue, puis de regarder au ciel, puis d'être ému, ça m'arrive, moi, dans la vie. Je veux dire, ça m'arrive pas juste en regardant... Parce que le classique, c'est le ciel, puis le lac, puis le soleil. Là. Ça, c'est les classiques, mais ça m'arrive dans le métro aussi, tu sais. De regarder la mer avec l'enfant, mais même juste le train qui roule, tu sais, puis d'être fasciné par le génie humain, là, tu sais, puis comment il y a quelqu'un qui a pensé à faire voler un avion, en tout cas, tout ce genre de choses-là. Fait que Dieu n'existe pas, pour moi, c'est impossible, là, une existence comme le micro, ça se peut pas, mais
la croyance en Dieu, pour moi, ça fait partie de qui je suis, puis je le définis comme j'avais demandé à un logicien à un moment donné, j'avais dit, est-ce que croire en l'existence de Dieu puis croire en Dieu, c'est la même affaire? Il m'avait dit non, logiquement, parce qu'il nous avait fait 2 jours de conférence sur la croyance, puis il n'avait pas touché au vrai problème. Là, à la fin, j'étais comme, on peut-tu parler de Dieu, là, on va arrêter. Là. Arrêtons de tourner autour du pot. Il avait tourné autour du pot tout le long. Fait que là, il m'avait dit non. Je dis, OK, je suis correct d'un point de vue logique, mais la croyance en Dieu, pour moi, c'est juste de dire, c'est une structure dans mon cerveau, il y a quelque chose comme... C'est un réflexe spéculatif. Je mets l'âme presque comme synonyme de ça. Il y a une sorte de besoin, à un moment donné, une sorte d'appel d'air qu'on ressent en nous, une sorte de besoin d'échapper presque à soi-même par une petite porte qui est en haut, là, qui nous amène vers une transcendance, quelle qu'elle soit. On est d'accord. On a besoin de ça. J'ai besoin de ça. Puis moi, je me reconnais ou je comprends pas comment fonctionne le cerveau autant de quelqu'un qui est athée militant, là, qui va dire la religion, c'est vraiment des caves, que de l'autre côté, la religiosité institutionnalisée avec des rites puis des... Je comprends pas ça non plus. Je comprends pas comment faire la guerre au nom de la religion. Là, tout ça, là, je suis comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Là? Vous êtes... Ça me correspond pas. Cela dit, j'écrivais ça hier, là, des fois, le mardi matin, je suis athée. Je regarde dehors, puis c'est gris. On a nos moments. C'est clair. Mais comment faire en sorte, puis c'est ça que j'essaie de réfléchir en ce moment, comment faire une synthèse... en tout cas, on va voir, on s'en reparlera dans un an, là, mais comment faire une synthèse entre l'athéisme puis la croyance en Dieu? Comment faire que... Parce que me semble-t-il, un athée strict a des moments, puis un croyant strict a des moments. Ouais. Fait que d'avouer ça... C'est drôle parce que, évidemment, on pourrait en parler, puis j'ai l'impression que c'est comme on est déjà sur un autre épisode, mais puis il va falloir qu'on s'en reparle, mais c'est comme si on n'arrivait pas à comprendre que dans la foi, il y a du doute. Oui, c'est ça. Puis dans le doute, il y a de la foi. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ces choses-là sont pas pures, sont pas homogènes. Avez-vous l'impression, on pourrait peut-être terminer avec ça, mais avez-vous l'impression que le Québec a besoin, collectivement, on a besoin un peu de pas nécessairement de se réconcilier avec la religion dont vous parlez, là, le catholicisme, avec cette idée d'une possibilité de croyance, de transcendance. J'ai l'impression qu'au Québec, ce qui se transmet présentement, c'est une sorte de refus, un refus ignorant souvent. C'est-à-dire, on sait qu'il ne faut pas aller là. On sait que c'est ça qui a écrasé l'identité nationale, ou en tout cas qui l'a cloîtré, ou en tout cas après ça, on fera pas ce que c'est que le Québec d'avant la Révolution tranquille. Mais oui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un besoin de réhabiliter la spiritualité parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui le vivent secrètement. Ouais. C'est ça que je trouve bizarre. Comme si tu sais, moi je me souviens juste Mario Pelcha, à Tout le monde en parle, qui commence à parler du fait qu'il croit en Dieu, puis là tout le monde fait comme attends, y a-tu dit ça? Puis à chaque fois dans son verre de vin. Oui, ben c'est ça. À chaque fois que quelqu'un au Québec dit ça, c'est comme oh shit, attends une minute là, je vais changer de poche, je suis mal à l'aise. Pourquoi? Tu sais, je veux dire, tu sais, je ne revendique pas la foi de Mario Pelcha? Non, mais je revendique pas à la USA, là, que ça soit inscrit sur les billets. Là, que j'apprenais d'ailleurs que c'est récent, hein, c'est seulement dans les années 50. Mais de juste dire, regarde, je suis pas le seul à être ému quand il regarde le lac puis le métro. Puis on peut-tu parler de ça puis s'ouvrir à ça? Puis quand vous parlez justement d'horizontalité puis de verticalité, là, quand vous parlez de ça dans l'Empire invisible, ben on a le droit, nous autres aussi, là, on a le droit d'avoir des horizons de transcendance, puis les gens les ont. Tout ce qui manque, j'ai l'impression que c'est que les gens s'en parlent. Puis qu'il y a un dialogue qui soit ouvert vis-à-vis de la spiritualité. Appelez ça de la spiritualité puis de la croyance en l'univers, si vous voulez. T'sais. Mais quand mes étudiants me demandent pourquoi on cherche, monsieur, s'il n'y a pas de réponse, ben, c'est parce qu'on est de même. Nous sommes des chercheurs, puis c'est correct de juste chercher. Ben, c'est ça la spiritualité en quelque part. Puis bref, Jérémy, on va vous suivre. Puis là, je vais finir avec une phrase de Pays barbare dont je rappelle aux auditeurs que c'est un livre qui paraît ces jours-ci aux éditions Nota Bene. Ce sera le travail de toute ma vie. Là, je vous cite. Papa, les nuages et le territoire en même temps, je veux vivre comme un élastique tendu et non comme une montgolfière à la dérive. Je veux m'étirer du sol jusqu'au ciel. Je ne veux ni trop m'asseoir sur mes ancêtres, ni trop couper les ponts avec eux. C'est le programme. Ouais. Alors là, il vous reste
toute la vie pour le réaliser. C'est le territoire. Le territoire, c'est ce que mon père a oublié. Ouais. La montgolfière à la dérive, il l'a fait. Ouais. J'ai envie de réancrer, mais tout en gardant l'élastique tendu. On va voir. Merci, Jérémy. Merci, Mathieu. Au plaisir.